Merci pour votre présence ce matin. Donc, pour cette nouvelle conférence organisée par votre communauté d'agglomération, donc la CAVEM, communauté d'agglomération Var et Sirène Méditerranée. Donc, nous nous rencontrons ce matin pour la dernière conférence du cycle senior. Donc, ce cycle avait débuté au mois d'octobre. Donc, une fois par mois, entre les mardis matins et les jeudis matins, ça dépendait de l'occupation de la salle. Donc, ce matin, c'est la dernière. Donc, la dernière pour l'année 2017-2018. Nous recommencerons les conférences à partir de 2018-2019. Donc, voilà, pour le mois d'octobre. Si vous voulez me laisser vos mails, je pense que j'en ai certains. Mais je peux vous donner l'information de la nouvelle conférence. On commencera, il me semble que c'est le 9 octobre sur une journée de prévention bien-être. Donc, on intégrera la conférence le matin, toujours accueil café à partir de 9h et début de la conférence à 9h30. Donc, aujourd'hui, on se réunit pour une thématique toute nouvelle que durant mon école d'infirmière, j'avais travaillé dessus sur mon travail de fin d'année d'études. Donc, sur la sexualité chez le senior. Donc, je remercie Sandra de sa présence aujourd'hui. Je la laisserai se présenter. Merci beaucoup, Sandra, de ta venue aujourd'hui. J'ai juste un petit mot pour demain. C'est la fête des voisins. Je ne sais pas si vous le faites au niveau de votre quartier, votre immeuble. Nous le faisons, nous, au niveau du CCAS. Nous organisons une chaîne humaine qui partira du CCAS de Domitis. Je ne sais pas si vous connaissez la résidence senior qui s'est construite en face du CCAS de Saint-Raphaël. Donc, une chaîne humaine du CCAS jusqu'au lycée Saint-Ex. Donc, voilà, c'est une nouveauté. C'est demain, rendez-vous à partir de 14h30. On fera un petit accueil café également à Domitis, aux Acacias. Et puis, je vous ai mis des petits flyers si vous voulez les prendre. N'hésitez pas. Donc, c'est 14h30 demain, rendez-vous au CCAS. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Comment ? Oui, voilà, il y aura différents lieux, différents rendez-vous, donc à Domitis, aux Acacias, et on clôturera par une clôture musicale dans les différentes structures. Voilà, n'hésitez pas à venir, et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous souhaite une belle matinée, et puis à tout à l'heure. Donc, merci Elodie. Oui, si vous pouvez éteindre ou mettre vos portables sur silencieux, parce que ça sonne sinon pendant la conférence. Merci. Donc, merci Elodie pour ton accueil, pour l'organisation de ces belles journées. Merci à la CAVEM et le CCAS. Donc, je m'appelle Sandra Guyader. Je suis conseillère conjugale et familiale, sexologue. Donc, je travaille en libéral. Donc, j'ai mon cabinet à Toulon. Je travaille aussi dans 2 CEGID. CEGID, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont les nouveaux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Donc, vous en avez un maintenant à Fréjus, à côté de l'hôpital Bonnet. Nous sommes dans les anciens locaux de l'IFSI. Et je travaille aussi à l'hôpital Sainte-Musse, en infectiologie, donc dans le centre de dépistage de l'hôpital de Sainte-Musse. J'organise aussi des moments comme ça de débat, d'échange, des cafés sexos sur toutes les thématiques de santé sexuelle. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Alors pourquoi il me tient à cœur ? Au départ, j'ai été formée par le planning familial. Et lorsque je suis intervenue, je me suis rendu compte auprès des adolescents qu'il y avait encore beaucoup de tabous, malgré la modernité, beaucoup de tabous, beaucoup de sexualité qui était subie, beaucoup de méconnaissances, tant sur le corps que sur les moyens de protection, par exemple. Donc méconnaissance aussi des infections sexuellement transmissibles. On verra que c'est pas qu'une question de jeunes, que tout le monde est vraiment concerné tant qu'on a une sexualité aussi par les contaminations. Donc voilà, et donc ce thème je l'ai de plus en plus approfondi. Ça constitue une véritable vocation chez moi. Je fais que ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis formée en sexologie. Donc la sexologie, c'est un petit peu différent du conseil conjugal. Donc le conseil conjugal, on va accueillir les personnes ou les couples et on va évidemment les aider, les accompagner sur leurs difficultés affectives, relationnelles et sexuelles, mais sur un abord assez psychologique, assez psychorelationnel. Alors que la sexologie à l'heure actuelle en France, elle est portée par des médecins. C'est eux qui nous forment, donc principalement des urologues. Donc moi, j'ai été formée par la faculté de médecine de Montpellier.
Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que la sexologie m'a donné, enfin donne en tout cas au conseillère conjugale, tout l'abord physiologique, médical du problème sexuel. Parce que le problème sexuel, c'est pas que psychologique, c'est pas que dans la tête, quoi, ou parce qu'on s'entend plus bien. Ça peut être ça, bien sûr, mais ça peut être aussi une alerte du corps, ça peut être aussi la santé du corps. Donc, cet abord-là, je ne l'avais pas et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, je me suis formée. Et ensuite, le planning a fermé, et donc du coup, je me suis lancée en libéral et j'ai eu la chance d'intégrer donc le centre de dépistage. Donc, je travaille de façon très proche avec les médecins. Voilà, je pense que pour la présentation. Alors oui, lorsqu'on m'a demandé de traiter ce thème, comme l'autre fois, nous avions présenté avec l'équipe du Cégide la thématique des adolescents, de la sexualité des adolescents, et en fait, je me suis dit que ça me posait un petit peu problème de catégoriser. Pourquoi ? Parce que lorsque vous venez dans un cabinet de sexologie, le premier travail à faire, c'est surtout pas de plaquer ni un âge, et de se dire, oh ben, cette personne, elle a tel âge, donc elle fait ceci, cela. Donc non, c'est impossible. Donc, nous, on travaille pas avec les catégories. On se pense pas, tiens, là j'ai des seniors, là j'ai des ados. Non, on pense pas comme ça. Chaque personne est unique et on essaye d'avoir le moins de représentation possible lorsqu'on accueille quelqu'un qui vient nous voir. Donc là, du coup, quand on me dit, bon ben, essaye de travailler sur la sexualité des seniors, alors évidemment, il y a des spécificités, mais ça m'a demandé quand même une mise au point, quoi, devoir réfléchir en groupe comme ça, devoir travailler sur ce qui pourrait rassembler les seniors quant à leur sexualité. Alors du coup, quand j'ai commencé à chercher, je suis tombée sur ce titre extraordinaire que j'aurais aimé trouver, mais qui est pas de moi. Voilà, c'est les sexygénaires. J'ai trouvé ça très très beau parce que pourquoi pas, quoi. Donc voilà, on prend de l'âge, mais on est toujours sexy et la sexualité est importante à tous les âges. Alors, toujours dans ma quête de pas me planter et de présenter le thème le mieux possible, évidemment, je suis allée sur Wikipédia, quoi. C'est quoi un senior ? Parce que là aussi, j'avais plein de représentations. Donc, je suis tombée sur pas mal de définitions que je vais vous lire parce que elles nous donnent un éclairage intéressant sur ce que sont, enfin, au moins, ce qu'on définit à l'heure actuelle sous l'appellation senior. Donc, j'y vais. La définition d'une personne âgée dépend du contexte. Le vieillissement est un processus progressif et une personne ne devient pas âgée du jour au lendemain, par exemple à la suite de son 11e anniversaire. Donc le sociologue et philosophe Edgar Morin parle d'ailleurs de continuum de l'âge. Serge Guérin, sociologue français pour sa part, insiste sur le fait que l'âge est un construit social qui évolue évidemment en fonction des normes que se donne la société. Ça déjà c'est intéressant. C'est pas nous qui le disons, c'est la société qui plaque sur nous. Pour lui, l'âge a rajeuni du fait de l'augmentation de l'espérance de vie et de l'amélioration de la santé et de la formation des plus de 60 ans. Donc l'Organisation mondiale de la santé, elle, définit une personne âgée à partir de 60 ans, et notamment au niveau des réglementations. C'est ce qu'on a retenu comme âge pour certaines prestations et dispositions. Je les connais pas par cœur, mais ce qu'avait fait le géographe Christophe Guilluy était assez intéressant parce que il y avait plein de définitions des différents seniors. Alors par rapport au fait des baby boomers, etc. Donc, est-ce que les personnes se sentaient plus ou moins vulnérables ou est-ce qu'elles se sentaient, au contraire, complètement intégrées à la société et puis elles refusaient quelque part l'étiquette qu'on leur collait. Donc ça, c'était très intéressant de voir comment les sociologues avaient catégorisé les différents seniors. Donc, les problématiques, elles, de gériatrie, donc là, on est dans autre chose. C'est plutôt la polypathologie, la perte d'autonomie, la fragilité. Donc ça concerne relativement peu d'individus qui sont âgés de 60 à 70 ans. Donc ça, c'est toujours, on va dire, les représentations écrites, quoi, formelles. Donc ceux-ci sont encore appelés jeunes seniors ou young old dans la littérature. Par contre, elles concernent souvent des individus âgés de plus de 80 ans, encore appelés old old. Voilà, on a plein de dénominations comme ça. Donc différents sociologues proposent des sociotypes d'âge pour montrer que les plus de 50 ans ou les plus de 60 ans, ou plus de 65 ans, forment des publics évidemment distincts. Alors, ainsi, on parle carrément de l'invention des seniors. Serge Guérin propose 4 types de seniors, donc les CETRA pour seniors traditionnels, les CEFRA
pour seniors fragilisés, donc par la dépendance physique, mentale ou économique, les bousbeaux ou boomers bohèmes, soit les nouveaux seniors qui portent la modernité et refusent la norme de vieillir, ou enfin les bouffras ou boomers fragilisés, qui sont les personnes du grand âge, mais qui cherchent à rester les acteurs de leur vie. Donc on voit bien là déjà, avec ces définitions sociologiques, à quel point il y a beaucoup de différences et que c'est pas homogène comme groupe. Donc après, il y a évidemment la notion de vulnérabilité. Donc plus que l'âge de l'état civil, ça aide à mieux cerner les personnes qui relèvent de la gériatrie. Donc ça, l'entrée dans la vieillesse ne se réfère évidemment à aucun âge particulier, mais à un état d'incapacité fonctionnelle éprouvé subjectivement ou objectivement, selon les dires des personnes elles-mêmes. Alors, évidemment, quand on parcourt un peu toutes ces définitions, on se rend bien compte que l'expression personne âgée, tout comme le mot senior, c'est une circonlocution destinée à éviter l'utilisation directe des mots vieux, vieillard, vieillesse. Clairement, on est dans le politiquement correct. C'est comme si dire ces mots-là, c'était pas bien vu, quoi. Alors qu'encore une fois, et j'y reviendrai beaucoup dans cette présentation, c'est encore une fois une représentation très occidentale de la vieillesse. Si on va en Afrique ou si on va en Asie, pendant très longtemps, je ne sais pas si maintenant avec la mondialisation les choses ont évolué, mais pendant très longtemps la vieillesse était vraiment très respectée, très honorée même. Rappelez-vous l'histoire de la personne qui est une véritable bibliothèque vivante, alors que nous, en Occident, on n'a pas cette vision-là. On est vraiment dans un jeunisme, mais ça, on y viendra aussi. C'est important aussi pour les questions de sexualité. Savoir qu'il y a aussi ce background derrière, cette représentation qu'on se fait. Donc, je poursuis. Le sociologue Serge Guérin montre que les mots sont le signe d'un refus de la société dans son ensemble à voir le vieillissement comme une donnée dynamique permettant de faire levier pour des transformations sociales et culturelles. Là, encore une fois, pareil, on refuse de voir que ces personnes dites âgées ou seniors, elles ont du pouvoir, elles ont de la force, elles ont encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire, et notamment dans toute cette expression de cette vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc on remarque aussi que la part des 60 ans ou plus a augmenté en plus de 50 ans, ça vous le savez tous, atteignant 23% en France et 11% dans le monde en 2015. Donc moi j'ai rajouté dessous Great Power, parce que le pouvoir fait le nombre fait le pouvoir fait le nombre. Donc oui, c'est réellement un pouvoir fort. Et peut-être ça nous aiderait aussi à regarder différemment le grand âge, peut-être de se dire aussi que c'est un pouvoir, du moins en termes de nombre de personnes. Donc maintenant, pour se rapprocher de notre thème du jour, donc je suis revenue sur André Duprat qui nous rappelait dans un article intitulé « Une sexualité en santé et enchantée pour les personnes âgées », donc un article de 2016, qui revenait sur une étude sur la sexualité dans le monde auprès de 26 000 personnes âgées, donc c'est énorme, hein, c'est une cohorte énorme, de 40 à 80 ans dans 29 pays, qui rapportent qu'un grand nombre d'aînés demeurent intéressés par la sexualité. De fait, 79% des hommes et 65% des femmes de 60 à 69 ans mentionnent que la sexualité les intéresse toujours. Donc on voit que il est important d'en parler et il est important de leur en parler lorsqu'ils viennent, déjà en tant que médecin, déjà en tant que praticien, de ne pas évacuer cette question-là de la sexualité, parce qu'on voit que les personnes sont toujours intéressées par ça. C'est également le cas, on l'apprend, pour 64% des hommes et 37% des femmes de 70 à 79 ans. Cette même enquête rapporte que 42% des hommes et 23% des femmes âgées de 60 à 69 ans disent avoir des relations sexuelles au moins une fois par semaine. Donc, il y a plein de jeunes qui en font pas autant. De même que 26% des hommes et 24% des femmes âgées de 70 à 79 ans. Donc, c'est d'après une étude de l'Oman École de 2004. Donc, évidemment, ce sont des sexygénaires. Donc, on voit bien que cette sexualité, ça va nous occuper à partir du moment où on commence la sexualité dans la vie jusqu'à la fin de notre vie. Donc là, je voudrais reprendre des données que nous avait données Antoine Fex, urologue au CHU de Montpellier.
qui nous rappelait que une personne sur 5 en France a plus de 60 ans, avec un taux de divorce dans cette population de 34%, un taux de remariage aussi qui est important, qui se situe au niveau des 20%. Donc on le voit bien, hein, comme on l'a vu dans nos définitions au début, on voit bien que c'est une théorie de vieillesse active, on voit bien que c'est un continuum, encore une fois. Donc ce processus dynamique, qui est une étape de vie, une adaptation au vieillissement physiologique, et évidemment des conciliations et des adaptations. Alors, bien évidemment, lorsqu'on reçoit une femme sur ces questions-là, va s'imposer l'idée de la ménopause. On ne peut pas faire fi de cette réalité physiologique lorsque la personne vient nous consulter. Il y a quand même des réalités factuelles. Donc, petit rappel très succinct sur cette ménopause qui débute à la cinquantaine. Il faut rappeler aussi que la baisse de la fécondité chez les femmes commence beaucoup plus tôt, même si c'est très 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 progressif, mais ça commence dès 25 ans. Donc là aussi, toutes les réflexions qu'on peut avoir au niveau de la fécondité avec ces femmes qui repoussent toujours de plus en plus l'âge de la première maternité, ben non, on voit bien que le temps est vraiment compté chez les femmes, puisque cette fécondité, on a un stock tout à fait clair d'ovules qui est amené à s'effondrer et à disparaître, donc à 50 ans. Donc là, on a une chute brutale du taux d'œstrogène et on apprend que au moment de la cinquantaine, au moment de la ménopause, les hommes, eux, ont autant, si ce n'est plus, d'œstrogène que les femmes dans le corps. Donc on voit bien à quel point c'est une véritable révolution dans le corps des femmes que cette ménopause. Donc évidemment, arrêt des règles, aménorrhée, sécheresse vaginale et de la peau en général, des risques d'ostéoporose beaucoup plus importants et d'hypercholestérolémie entre autres. Donc il y a tout cet aspect intérieur, mais il y a aussi l'aspect social. Notre corps se transforme, notre corps change, les kilos sont plus difficiles à perdre, la taille est moins marquée, on se transforme au niveau de notre apparence physique. Donc ça va compter aussi dans notre relation à l'autre, dans notre séduction. C'est des choses qui vont impacter les personnes. Alors il peut y avoir aussi tout l'aspect psychologique. Alors j'ai pas tout pris, mais l'idée du nid vide, donc les personnes qui ont beaucoup investi, les femmes qui ont beaucoup investi leur vie familiale, peuvent se retrouver à ce moment-là de leur vie, se sentir un petit peu vide, sentir qu'il n'y a plus de projet, qu'on ne sait plus comment faire, ou peut-être professionnellement aussi, se retrouver un petit peu entre deux eaux, un petit peu fatigué, avoir moins envie des choses que l'on faisait avant. Donc on voit bien à quel point c'est une période de charnière dans notre vie. Et évidemment, le regard sociétal sur la féminité qui n'est pas tendre, un regard qui est... Nous, on le sent beaucoup, ça, sur le terrain, quand on rencontre tant les jeunes que les moins jeunes. Vraiment, ce regard de la société qui peut être... très difficile, très très difficile, tant pour les jeunes que pour les personnes âgées. Donc évidemment, cette femme, si elle vit cette ménopause, mais qu'en plus la société lui renvoie que la sexualité, ça n'est que des beaux jeunes corps magnifiques, photoshopés, ben c'est peut-être pas évident pour elle d'accepter toutes les modifications de son corps parce que la société ne la montre pas elle. On montre d'autres corps, mais pas le sien, pas le corps des femmes ménopausées. Donc ça sera un autre débat qu'on développera peut-être après. Alors les hommes aussi. Alors les urologues n'aiment pas qu'on parle d'andropause parce qu'ils disent que, et ils ont raison, qu'il n'y a pas ce phénomène-là d'arrêt brutal chez les hommes. Mais bon, le terme existe, donc moi je le reprends un peu. Donc l'andropause, évidemment, elle n'est pas si brutale. Il y a une baisse de la testostérone, l'hormone sexuelle mâle. Dès l'âge de 30 ans, elle est très très progressive et comme vous le savez tous, l'homme continue à pouvoir procréer jusqu'à la fin de ses jours. Donc pareil, lui aussi, il est touché par la modification du schéma corporel, on vieillit, on change, on a moins de muscles, plus de masse grasse, donc ça c'est normal, c'est dû à la chute de testostérone. On a peut-être des premières dysfonctions érectiles qui s'installent ou pas, parce que c'est pas une généralité, mais enfin, les hommes peuvent se plaindre un petit peu plus de ça. Un sentiment de fatigue aussi,
qui peut être entraîné aussi par la baisse de la testostérone. Donc là aussi, peut-être chez les hommes, allons réfléchir, est-ce qu'il y a un deuil de performance, puisque malheureusement, on est encore dans une société qui construit, moi je suis très genrée, donc les études sur le genre, je trouve que ça a été une avancée phénoménale en France, et Dieu sait si on a mal compris ça, et que on a fait dire à cette théorie du genre tout et n'importe quoi, alors que le genre, c'est simplement de questionner le masculin, la construction du masculin et du féminin dans une société. Donc, dans nos sociétés, les garçons sont encore, pas partout, mais majoritairement éduqués comme soit performants, soit forts, ne pleure pas, etc. Donc, bon, pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Mais nous, sur le terrain, on voit que ces garçons, du coup, s'empêchent de pleurer, ils sont toujours dans cette performance. Et du coup, au niveau de la sexualité, évidemment, quand il y a un problème de sexualité, si on a été construit sur la performance, là, ça pose problème. D'accord. Donc, on revient vraiment sur toutes ces questions-là. Donc oui, peut-être cet homme-là, à ce moment-là, il va peut-être faire le deuil de tout ça. Oui, il n'est pas un super-héros, il est un être humain, il a des failles, il a peut-être besoin qu'on s'occupe plus de lui ou qu'on prête plus attention à lui. Et ça peut être des moments, on verra, tout à fait intéressants. Ce ne sont pas des moments où on va mal automatiquement. Ça peut être vraiment pour se réinterroger sa vie, réinterroger son rapport à l'autre. Et c'est quelque chose de riche. Donc pareil, l'arrêt des projets initiaux, soit professionnels ou autres, l'idée du nid vide, parce qu'un homme aussi a pu énormément s'investir dans l'élevage des enfants, comme on dit, et puis quand des enfants partent, c'est peut-être pas évident aussi pour les papas. Et là aussi, le regard, encore une fois, sociétal sur la masculinité. Pareil, dans les arrêts de bus, on voit pas des hommes de 60, 70 ans, on voit toujours les mêmes, des espèces de corps comme ça, mais qu'on voit pas partout, hyper jeunes, hyper musclés, voilà, etc., etc. Donc ça aussi, ça va compter, alors de façon moins importante chez les garçons, parce qu'on voit moins dans les arrêts de bus de corps masculins pour les publicités que des corps féminins, mais ça peut aussi jouer. Alors, les personnes dites sexygénaires, que l'on rencontre, ou même au-delà, puisque le monsieur est venu me voir, oui, au-delà, bon, je suis partie sexygénaire, mais c'est tous les âges, bien sûr, à partir des sexygénaires, justement. Donc, de quoi viennent-ils se plaindre? Quelles sont leurs difficultés? Bon, quand ils viennent me voir, clairement, je suis sexologue, donc ils vont parler de troubles du désir, ils vont parler du trouble de l'orgasme, tant hommes que femmes, ça peut arriver les deux. Pour les hommes aussi, évidemment, les difficultés érectiles, soit la perte de l'érection, soit une érection qui n'est plus comme d'habitude, qui n'est plus comme avant. On s'inquiète, on se demande si on est normal, etc. Il peut y avoir une éjaculation retardée ou précoce. Il peut y avoir des douleurs, ce qu'on appelle dyspareunie. Donc au niveau de la pénétration, ça fait mal, c'est plus comme avant, c'est moins lubrifié, on se sent pas très à l'aise dans son corps. Alors, nous, évidemment, comme je l'ai dit dès le départ, quand les personnes vont venir, on va les prendre dans leur ensemble. C'est pour ça qu'il faut être... Alors, j'aime pas le terme de neutralité parce qu'on peut pas être neutre, ça n'existe pas. Mais on va vraiment s'inquiéter de ce que vit cette personne. Cette personne, elle est dans un environnement. Et là, on est dans la systémie. Nous, on appelle ça comme ça dans notre jargon. C'est-à-dire que on peut pas simplement traiter la difficulté de la personne, point barre. Cette difficulté s'inscrit dans un contexte de vie. Est-ce que cette personne vit seule ou pas? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a un travail ou pas? Est-ce qu'elle a assez de ressources ou pas? Est-ce qu'elle vit la précarité ou pas? Tout ça, ça va compter dans notre vie affective et sexuelle aussi. Et puis l'usage du tabac, de la drogue, j'en sais rien, ou de l'alcool, tout ça, ça va impacter. Il faut qu'on en prenne compte, mais aussi les traumatismes. Donc au fur et à mesure qu'on va discuter avec cette personne, il n'y a pas que la difficulté d'aujourd'hui. On va peut-être apprendre qu'il y a eu dans le passé des viols, l'inceste, de la violence conjugale, et ça, on sait que ça pèse de tout son poids sur l'épanouissement sexuel. C'est très très difficile. Si on n'a pas travaillé ces questions-là, elles vont mettre un voile un petit peu sur notre vie sexuelle. C'est pas évident. Donc ça va ressurgir aussi dans l'entretien. Donc, on le voit bien, c'est ce que je disais au départ, cette santé sexuelle, il faut s'en occuper. Parce que c'est la santé du corps physiologique, mais c'est aussi la santé de soi avec l'autre, ou de soi avec tous les autres. Et évidemment, les gens consultent aussi beaucoup pour conjugopathie, nous on appelle ça comme ça, donc ces difficultés de communication, la mésentente, voire la violence. Il est évident que si on s'entend
plus très bien, où on se parle pas beaucoup et on partage pas grand-chose dans la vie de tous les jours, évidemment la sexualité va en pâtir. Et beaucoup aussi, malheureusement, alors j'espère qu'on sera là aujourd'hui pour tordre le cou à cette phrase, quand les gens viennent, ils disent « c'est plus de mon âge ». Bon, heureusement, ils le disent de moins en moins, hein, parce qu'ils viennent consulter, donc ils savent que c'est de leur âge. Mais voilà, vraiment dire non, la sexualité, c'est pour tout le monde. Alors, quand aller voir son médecin? Moi, je ne suis pas médecin, mais par contre, je sais, grâce à ma formation en sexo, qu'il y a des traitements et des pathologies qui vont avoir un impact direct ou indirect sur la réponse sexuelle féminine, masculine. Donc, soit va empêcher ou gêner l'érection, soit peut faire sur une femme, par exemple, un manque de lubrification ou des douleurs, etc. C'est pas toujours que psychologique, c'est pas toujours que relationnel, ça peut être aussi le traitement que je prends, clairement pour une autre pathologie. Donc attention, ça veut pas dire on arrête, hein, moi je suis pas médecin, hein, mais ça veut dire juste oser poser des questions à vos médecins quand ils vous donnent un traitement. Osez demander, tiens, est-ce que ça peut avoir un impact sur ma sexualité? Point barre. Osez poser cette question-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les médecins en grande majorité ne vous parleront pas de votre sexualité. Par contre, ils peuvent vous prescrire du Viagra. Mais ils n'en parleront pas, parce qu'ils ne sont pas formés à vous parler de ça. Donc à vous, ayez le courage. Heureusement, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui osez parler à votre médecin en disant, ben oui, docteur, est-ce qu'on pourrait parler de sexualité? Enfin voilà, moi je me pose des questions, etc. Vous êtes légitime. Donc attention aux traitements anti-hypertenseurs, tout ce qui est, en règle générale, tout ce qui relève des pathologies cardiaques, on va faire gaffe, parce que ça peut avoir un effet. Hein, c'est le même système, hein. C'est le système cardiovasculaire, c'est le système, la pompe qui envoie le sang dans tout le corps, donc dans la verge aussi. Donc s'il y a des difficultés cardiaques et des traitements, attention, on peut poser la question à notre cardiologue, voilà, est-ce que ce traitement, est-ce qu'il y a des contre-indications, est-ce qu'il peut y avoir des effets sur l'érection? Attention aux anti-androgènes. Bon, évidemment, clairement, lorsqu'on a un cancer hormonodépendant, c'est-à-dire qui va se nourrir des hormones sexuelles, le médecin, pour soigner notre cancer, il va nous donner des traitements qui vont faire chuter notre taux d'hormones sexuelles. Donc ça va avoir un impact sur notre sexualité, sur notre érection. Donc là, osez en parler, osez adapter le traitement en fonction de votre sexualité, c'est important aussi. Attention aux antidépresseurs, hein, qui sont pourvoyeurs de troubles de l'orgasme, de troubles de l'excitation. Attention aux anxiolytiques, aux opioïdes, morphine, méthadone. Tout ça, ça va avoir des effets. Certains antirétroviraux pour le VIH. Attention aux anti-hypercholestérolémies. Ça, il faut le savoir, il peut y avoir des effets sur l'érection. Encore une fois, on n'arrête pas le traitement. On demande au médecin, on lui pose des questions. Attention aussi à tout ce qui est les interventions chirurgicales dans le bas du corps. Attention aux chocs. Je pense notamment, je pense à ça parce que j'ai une personne dans mon entourage qui a fait beaucoup de rugby, à tous les chocs, peut-être du bassin. On ne sait pas, mais ça peut avoir des répercussions des années plus tard sur la fonction érectile, hein, tout ce qui touche le bas des reins, etc. Et évidemment, l'impact des comorbidités. Hein, on sait très bien que le VIH, tant au niveau de l'annonce, ça va avoir un impact évidemment sur notre vie sexuelle, sur la représentation qu'on se fait de notre sexualité, la peur de transmettre le virus, etc. Mais aussi les traitements. Donc le VIH, tous les cancers probablement encore plus qu'on appelle... je me rappelle plus, mais c'est pas grave. Ouais, mais il y avait un terme qui était joli, mais je me rappelle plus. Mais enfin, tous les cancers qui sont émotionnels, enfin, c'est ça que ça voulait dire, tout ce qui est cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de la prostate. Évidemment, tous ces endroits qui sont fortement corrélés au fantasme, hein, à la vie sexuelle, évidemment, lorsqu'ils sont touchés par une maladie, touchés par une intervention chirurgicale, évidemment que ça va avoir un impact. Donc, même si tout marche bien, hein, évidemment que ça va nous faire peur. On va se demander si on est toujours capable d'avoir une vie sexuelle, etc. Donc, vraiment, bon, moi je plaide, mais je suis pas entendue, hein, mais je plaide que pour dans les cliniques, les hôpitaux, il y ait un entretien avec le sexologue avant et après l'intervention, à minima. Bon, pour l'instant, on m'entend pas. Voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas de sous pour la sexologie. Donc voilà, osez en parler. Donc évidemment, la sclérose en plaques, toutes les maladies chroniques, ça va être compliqué au niveau de la sexualité. Mais par contre, on va pouvoir trouver des adaptations. On a bien vu que c'était le maître mot. Ça ne veut pas dire j'arrête ma sexualité. Ça veut dire je vais l'adapter. Je vais faire avec ma pathologie, avec mon traitement. Il y a plein de solutions maintenant. Mais il va falloir oser en parler. Ok ?
Idem pour le diabète, la dépression, etc. Alors pourquoi je disais ça aussi? Parce que si j'arrête ma sexualité, on le verra, ce sera dit aussi dans la présentation, je vais avoir une qualité de vie qui va être moins intéressante. Et surtout, si je n'ose pas en parler au médecin, peut-être que je vais me dire que c'est à cause du traitement que j'ai peut-être des troubles de l'érection. Et donc, le risque, ça va être d'arrêter le traitement. Et du coup, je vais me retrouver en danger pour ma santé. Donc, vous voyez à quel point les questions de sexualité sont vraiment centrales. Alors là, je vous ai mis un petit exemple que j'avais trouvé sur Internet, j'avais trouvé intéressant. Ça vient de adirs.org, je les connais pas du tout, donc je sais pas ce que ça vaut, mais ce morceau-là m'a plu. Donc c'est une association pour le développement de l'information et de la recherche sur la sexualité. Et donc ça disait, alors encore une fois de façon très caricaturale, mais c'était quand même intéressant, comment réagissent les femmes face à l'impuissance. Alors je l'ai mis entre parenthèses parce que le mot impuissance n'existe plus. On ne dit pas d'un homme qu'il est impuissant, ça n'existe pas. On dit qu'un homme, il a des dysfonctions érectiles, qu'il a des troubles de l'érection. Le terme impuissance n'est plus utilisé parce que bon, c'était quand même pas très joli, quoi. Ok. Donc comment réagissent les femmes face aux problèmes d'érection de leur conjoint? Alors là, on a marqué les femmes parce qu'on est dans un cadre hétérosexuel, mais ça pourrait être aussi dans un cadre homosexuel. Comment le partenaire réagit lorsqu'il y a une panne sexuelle ou des troubles sexuels? Alors, on nous dit, donc là, on va être dans le cadre hétérosexuel, donc pour faire face aux troubles de l'érection de leur conjoint, et pour beaucoup de femmes, une épreuve difficile. Donc, chacune va réagir avec sa personnalité et la qualité aussi de la relation de couple, bien évidemment. Donc, en étant schématique, on a retenu 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 petites représentations. Donc, nous allons avoir les fautives. Donc, c'est-à-dire que ces personnes ayant perdu toute confiance en elles, par exemple à la suite de la ménopause, elles vont se sentir coupables des pannes de leurs compagnons. Et elles vont attribuer cette baisse à leur pouvoir attractif. Elles vont dire c'est ma faute, quoi. Et de leur capacité à lui donner du plaisir. Donc ça peut être ça en entretien. La personne, elle prend tout pour elle et vraiment, elle se sent vraiment très angoissée par cette perte d'érection qui la remet, elle, complètement en question. Ensuite, on peut avoir les encourageantes. Donc ça, c'est les plus positives. Celles qui vont rassurer, qui vont justifier les troubles sexuels en disant mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est la fatigue, le stress. Elles vont banaliser l'événement et elles vont encourager la prise de médicaments. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Alors attention, mesdames et messieurs aussi, à pas être trop thérapeutique dans le couple, parce que des fois l'autre, c'est pas notre médecin, quoi, c'est pas notre thérapeute. Mais quand même, en effet, celles-là, elles sont plutôt positives et c'est vrai qu'il vaut mieux banaliser l'événement. Il vaut mieux dire bon écoute, c'est pas grave, on va les consulter. Voilà, c'est vraiment la meilleure des approches. Mais bon, après on est des êtres humains, on réagit comme on peut. Ensuite, il va y avoir les inquiètes. Alors les inquiètes, elles s'imaginent que le conjoint n'a plus d'érection parce qu'il les trompe, parce qu'il va les tromper, pour se tenter de se refaire une virilité. Donc il va aller voir ailleurs. Encore une fois, c'est ma faute. Voilà. Je suis très inquiète par rapport à ça. Et donc, du coup, en étant inquiète, je vais renforcer, on va dire, quelque part, la difficulté. Ensuite, on va avoir les blessés. Alors, celles qui pensent que les pannes sexuelles sont une agression destinée à les frustrer, à les humilier encore plus. Donc déjà, ça va pas. Et en plus, tu fais ça exprès contre moi, quoi, pour que je sois bien malheureuse. Et ensuite, enfin, il y a les résignées. Alors, celles-là, elles existent. Et donc, on est vraiment là aussi ce matin pour leur dire, oh là là, dommage, non, il faut pas abandonner la sexualité. Donc, ces résignées volontaires, elles acceptent avec un certain soulagement une impuissance, donc c'est pas une impuissance, c'est une dysfonction érectile, qui leur offre l'occasion de se désengager en douceur du devoir conjugal, pas très joli, devoir conjugal, on en reparlera. Et il existe aussi de nombreuses femmes qui, de peur de blesser leur compagnon ou par difficulté à communiquer sur un sujet aussi sensible, se résignent en silence à mettre un terme définitif à leur vie sexuelle. Alors, celles-là, elles existent. Ils existent, puisqu'il y a aussi beaucoup d'hommes aussi qui font une croix sur leur vie sexuelle. Alors bon, on n'est pas là pour dire tout le monde doit avoir une sexualité. À partir du moment où les gens ne souffrent pas, parce que c'est ça aussi qui va être important. Quand vous venez voir un sexologue, le sexologue, il n'est pas là pour vous faire avoir des rapports sexuels le plus épanouissants possible. Si vous le demandez, certes, on va
réfléchir, on va poser ensemble, on va discuter, on va essayer de trouver des solutions pour vous aider. Mais la personne qui vient dans un cabinet de sexologue en disant « Bah écoutez, moi j'ai pas de vie sexuelle, mais je vais super bien, quoi. Ça me manque pas du tout, je suis heureuse, je suis heureux, je fais ma vie, quoi. » Eh ben là, on lui dit « Mais c'est super, monsieur ou madame, quoi. Bon vent, voyez. Attention, on peut aussi ne pas avoir de vie sexuelle et être totalement épanoui et équilibré, quoi. Attention. Mais là, c'est pas ce qu'on a. Là, on a des personnes résignées. Et résignées, par contre, ben, on est malheureux, quoi. Il nous manque quelque chose, quoi. On n'est pas super bien dans notre peau. Donc, on est là pour dire attention, n'hésitez pas vraiment à faire ce chemin, ce premier pas. C'est pas évident, mais généralement, on en retire toujours quelque chose. Alors, le devoir conjugal, ben ouais, c'est pas très joli, mais tout ça, ça nous vient aussi on a un héritage, parce que la sexualité, elle a jamais été trop parlée de façon officielle. Au départ, c'était les églises, les 3 monothéismes, on va pas rentrer dans les détails, mais au départ, c'est ça qu'on a eu comme vision, parce que l'église a organisé, elle a dit ce qu'il fallait faire en termes de procréation, etc. Et on est encore dépositaire de ça. La révolution sexuelle, elle est très récente, et elle est que occidentale. Donc, elle n'a que 60 ans à peu près. Donc, voilà, il a fallu vraiment évoluer sur toutes ces questions. Donc, il y a encore des gens qui s'estiment devoir faire le devoir conjugal. Alors que non, on ne doit pas se forcer à avoir des rapports sexuels, voyez. Et ça, c'est pas une question d'âge. Vous voyez, j'ai tendance à m'emporter, après je parle trop. Alors c'est pour ça que oui, peut-être s'il y a un autre message intéressant ce matin à faire porter, c'est peut-être de s'inquiéter de tout ça avant qu'il y ait des troubles. Ça peut être intéressant quand on va bien dans sa vie, dans sa sexualité, de s'intéresser, de se dire tiens, qu'est-ce qu'il existe dans ce champ-là, qu'est-ce qu'on a fait comme progrès, etc. Donc ça déjà, oui, c'est vrai que ça peut nous aider. Donc anticiper sur les troubles de la sexualité avant d'arriver à l'âge des seniors, afin qu'une information puisse réussir à faire passer donc évidemment un message concernant éventuellement les fausses croyances, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, et la réalité positive d'entretenir sa sexualité. Donc les fausses croyances, ça c'est à tous les âges. Hein. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait de immédiatement revenir sur les fausses informations véhiculées encore sur le corps, mais ça peut être tout, hein, sur les règles, sur la première fois, sur la sexualité des seniors, ça peut être sur tout. Donc des fausses croyances. Alors on sait aussi, et c'est toujours cette association qui nous le rappelle, que les seniors qui ont une activité physique soutenue et une sexualité préservent leur fonction intellectuelle dans de meilleures conditions que les sujets sédentaires au même âge. Donc, outre l'amélioration de l'état de santé et notamment du système cardio-respiratoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui assure l'oxygénation du cerveau, l'exercice pourrait stimuler la synthèse de substances favorables au développement et au maintien des cellules cérébrales, en particulier le NGF, Nerve Growth Factor. C'est-à-dire que c'est bon pour tout. C'est-à-dire qu'on va remettre en route tout le système glandulaire. Mais même si on a arrêté, c'est-à-dire que la sexualité, moins on fait et moins on a envie de le faire, ça va s'arrêter, tout doucement. Mais même pour un homme, la production de testostérone, elle va chuter. Parce que voilà, on n'a plus de sexualité, on n'y pense plus. Donc tout ça, ça va se calmer. Par contre, cet homme-là, s'il se remet à rencontrer quelqu'un, s'il se remet en état d'être intéressé par la personne qui est à côté de lui, et voilà, on a envie, puis il y a des pensées sexuelles, etc. Et le fait de refaire l'amour, de réavoir des rapports sexuels, ça va relancer vraiment tout le système hormonal. Mais c'est physiologique en plus, hein. Donc ça marche. Alors on a fait des études, il faudrait les retrouver, mais c'est des vraies études scientifiques où on s'était rendu compte qu'un homme qui avait arrêté complètement toute sexualité depuis longtemps, donc avec une chute du taux de testostérone, si on le remet ne serait-ce qu'à regarder des films pornographiques, donc à être en état quand même d'excitation psychique, psychologique et physique, sa production de testostérone se remet à augmenter. Donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est de se remettre aussi en route, c'est refaire fonctionner tout ce corps-là au niveau de l'excitation sexuelle. Et c'est la bonne santé globale, quoi.
Alors, inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5. Oh, j'adore la dire, celle-là est trop jolie. Alors, pas de panique, Quesaco, c'est rien du tout. C'est la molécule du Viagra, quoi, en fait, tout simplement. Viagra, Cialis, tous les traitements d'aide à l'érection. Alors, ce sont des traitements que vous connaissez, des traitements oraux, donnés en cas de trouble de l'érection, et qu'on appelle médicalement dysfonction érectile. Donc, le principe des IPDE5, donc ce sont des comprimés, comme vous le savez, qui facilitent et renforcent l'érection. Alors attention, ça facilite et ça renforce. C'est pas, je prends un Viagra et du coup, bam, ça doit marcher immédiatement, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Ça renforce et ça facilite l'érection. Donc, ils agissent par un mécanisme vasculaire et pas, c'est pas le cœur, hein, parce que des fois, souvent, les hommes n'osent pas prendre du Viagra parce qu'ils se disent, oh, mon Dieu, mon cœur. Mais ça, de toute façon, vous allez voir un médecin. Donc, c'est le médecin qui va décider oui ou non vous pouvez en prendre. Donc déjà, pas de panique. Mais encore une fois, ce que nous disent les cardiologues, c'est arrêter de nous envoyer des gens juste pour une prescription de Viagra, quoi. Il y a quand même très peu de contre-indications à prendre du Viagra. Sauf si vous avez fait un arrêt cardiaque dans la semaine, c'est ce que nous disait le cardiologue. Mais encore une fois, vous allez voir votre médecin et c'est lui qui décide si c'est faisable ou pas. Alors, ils agissent par un mécanisme vasculaire qui augmente l'afflux sanguin en dilatant les vaisseaux situés dans la verge. Donc on voit bien, en fait, le Viagra va jouer sur desserrer le frein à l'érection. D'accord ? Dans votre corps, les hommes, il y a un frein à l'érection qui a été développé au cours de l'évolution. On peut pas, un homme ne pouvait pas vivre en étant constamment à l'érection, en érection. Donc, l'évolution a fait qu'il y a eu un frein à l'érection qui s'est développé. Et ce médicament qui est merveilleux, qui au départ n'était pas du tout prévu pour ça, il était prévu pour une autre pathologie, mais ça n'a rien fait sur l'autre pathologie. Par contre, ils se sont rendus compte que ça faisait de belles érections. Donc, ils se sont dit, waouh, on tient quelque chose là. Et ensuite, la personne, le professeur, enfin le scientifique qui a fait le lien de vraiment trouver quelle était cette molécule qui agissait sur le frein de l'érection, ben, il a eu le prix Nobel de médecine, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est vachement mérité en fait parce que il y a beaucoup d'hommes qui en prennent et tant mieux parce que déjà ça les rassure. Et le fait d'être rassuré, eh ben du coup on tombe pas dans le cercle vicieux. Le problème de la dysfonction érectile, c'est que l'homme, surtout si la compagne ou le compagnon en face lui fait une remarque désobligeante, etc., cet homme va s'enfermer dans une boucle comme ça, vicieuse, dans une boucle d'échec, parce qu'il va angoisser à chaque fois. Et donc, le Viagra est formidable parce que ça permet de casser ce cercle vicieux et de permettre quand même une érection. Et du coup, l'homme est rassuré parce que ça marche. Et puis, si ça marche pas, on a d'autres moyens, de toute façon. Et voilà. Et de se retrouver en situation d'être toujours actif, d'être toujours, et pas de se retirer complètement de la vie sexuelle. Donc, en ça, c'est vraiment des médicaments très intéressants. Alors, comme je vous l'ai dit, la prise du médicament seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une excitation mentale et ou physique. Mais ça, on en reparlera aussi. C'est plus la même érection qu'on avait à 20 ans, quoi, ou à 30 ans. Donc, ok, il y a le médicament, il marche, il est efficace, mais il faut aussi qu'il y ait une excitation. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, ils sont délivrés évidemment sur ordonnance par un médecin, généraliste ou spécialiste, qui aura jugé évidemment de l'efficace, enfin du bien fondé de cette indication. Alors, Viagra, Cialis, Levitra, Vitaros, c'est un petit peu différent. Vitaros, c'est du gel que vous pouvez mettre dans l'urètre et qui déclenche aussi une érection. Ensuite, on a les injections intracaverneuses au cas où ça marche pas. Les injections, par contre, la prostaglandine, ça fait une érection immédiate. Donc il faut le savoir. Et le vacuum, alors souvent on n'en parle pas du vacuum, c'est pas beaucoup connu, mais ça existe. Alors ça c'est pas du tout un moyen médicamenteux, c'est pas chimique, c'est un appareil, un petit appareil en plastique, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est un petit instrument en fait que l'homme va poser sur sa verge et c'est une pompe à vide. Ça va vider l'air à l'intérieur d'une espèce de capsule où on met son sexe et du coup ça va faire arriver le sang dans la verge. Ça va faire arriver l'afflux sanguin. Et ensuite, on met un petit garrot et ça permet aussi... Donc ça, c'est complètement mécanique, hein, on ne prend pas de médicaments. Ça marche, ça existe. Il faut en parler. Alors, est-ce que vous connaissez le Zestra? Non? Oui? Alors ça, c'est assez récent. Donc moi, j'ai connu ce produit-là en allant aux assises de sexologie. C'est un rassemblement chaque année
de sexologue et où on fait un petit peu le point sur tous les médicaments, toutes les avancées, toutes les thérapies. Et là, j'ai appris qu'il existait le Zestra. Alors, c'est quand même fabuleux qu'on s'intéresse un peu aux femmes, parce que majoritairement en sexologie, c'est souvent pour les hommes et par les hommes. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'argent à faire, bien sûr, sur les médicaments d'aide à l'érection, mais c'est intéressant aussi qu'on s'occupe un peu des femmes, quoi. Et donc en sexologie, on a un petit peu du retard sur tous les produits médicamenteux qu'on pourrait offrir aux femmes. C'est dommage. Mais voilà. Déjà, il y a un mieux, c'est le Zestra. Alors attention, le Zestra, c'est pas du gel lubrifiant, C'est pas juste du gel lubrifiant. Les gels lubrifiants, ça existe, il faut s'en servir, faut pas hésiter. Non, ça c'est différent. Donc le Zestra, c'est une solution pour application intime pour les femmes qui souffrent de troubles du désir ou de l'excitation sexuelle. Donc c'est une formule sans hormones, c'est composé d'ingrédients naturels, c'est des plantes. Donc ça fait moins peur déjà. Bourrache, onagre, angélique et fort colis, ça je connais pas. Donc c'est des huiles sèches qu'on va mettre sur les petites lèvres et le clitoris. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, ça a une efficacité. Ça, c'est prouvé cliniquement. Donc ça, c'est intéressant. Ça a été conçu pour aider les femmes qui présentent des troubles du désir et de l'excitation sexuelle. En gros, la femme qui a perdu un petit peu, comment dirais-je, la sensation. Elle sait plus très bien identifier comment ça fait dans le corps quand on est excité, quand on a envie. On sait plus très bien. Donc Zestra peut permettre ça. Alors, c'est recommandé par les médecins, tant mieux. C'est considéré comme une avancée scientifique et ça aide à retrouver le plaisir. Mais il faut juste essayer. Après, vous ferez un retour. Vous direz si ça marche ou pas. Donc, dans les études, on dit que ça améliore le désir et l'excitation sexuelle chez 2 femmes sur 3. C'est pas mal. Ça diminue les effets liés aux troubles du désir et de l'excitation sexuelle féminin. C'est appliqué sur la vulve et le clitoris, comme je disais. Et ça va améliorer, c'est ça, la microsensibilité locale et stimuler la vasodilatation locale. C'est pareil, c'est l'afflux sanguin au moment de l'excitation sexuelle aussi chez les femmes. L'afflux sanguin qui arrive dans les petites lèvres, etc., qui crée aussi cette lubrification ensuite naturelle. Donc là, Zestra fait juste ça. Donc ça permet pas la lubrification, mais ça permet de créer cet état un petit peu d'échauffement, quoi, qui nous rappelait comment on faisait l'excitation sexuelle naturelle. Voilà, c'est ce qui est dit au-dessous. Ça reproduit les phénomènes physiologiques de l'excitation et du désir. Donc cette solution permet d'améliorer les sensations de plaisir chez la femme. Voilà. Une légère impression agréable de picotement, d'échauffement, qui permet d'obtenir un plaisir intense. Alors ça, moi, je savais que ça existait. Ça a toujours existé. On a toujours su qu'il y avait des gels un peu chauffants pour les femmes, mais généralement, c'était plus chimique et on les trouvait pas comme ça. Et puis il n'y avait pas eu d'études surtout de fait. Donc là, c'est naturel. Et puis il y a eu des études sérieuses. Donc pourquoi pas? En plus, c'est sans prescription. Donc l'incontinence urinaire, parce que aussi, en prenant de l'âge, il peut y avoir aussi toutes ces questions-là qui vont se poser. Donc, pareil, ne pas hésiter à en parler à son urologue qui est là pour ça, c'est son travail. Il faut dépasser ce tabou-là. Il faut parler de cette peur, de la petite fuite au moment du rapport sexuel. Parler aussi du prolapsus, de la descente d'organes, l'altération de l'image corporelle, la peur de la fuite, des douleurs aussi qu'il peut y avoir au niveau de la pénétration. Donc là, vraiment, on revient à un aspect très médical, mais ça peut vraiment nous rendre service, quoi. Donc on apprend aussi que 80% de réussite après la chirurgie sur ces problèmes-là. Donc c'est quand même, ça serait dommage de s'en passer. L'atrophie vaginale, l'atrophie vaginale, c'est vraiment du fait de la ménopause aussi, de cette rétractation un petit peu du vagin. Évidemment, moins on le fait, et plus il va y avoir d'atrophie vaginale. Donc ce fait que le vagin se rétracte un petit peu comme ça. Donc si on maintient une activité sexuelle, du coup, ça va entretenir tout le corps, quoi, et le vagin aussi. Donc ça, c'est intéressant. Alors c'est pas lié au sperme, contrairement à ce qu'on a pu me dire, mais c'est lié plus à la pénétration. Donc femmes et hommes qui arrêtent leur activité sexuelle ont souvent une perte de satisfaction, évidemment, de la qualité de vie en général, des épisodes dépressifs et un risque accru de rupture. Ça, évidemment. Alors les femmes prenant... Oui, pardon. Rupture de couple. Les femmes prenant un traitement hormonal, et ça on va en parler, à 3 et 6 ans, ont un plus fort pourcentage d'activité sexuelle. Donc là, je reprends des études scientifiques sur Ménopause 2011. Ça, c'est des études
validé, quoi. Donc ça, il faut qu'on revienne un petit peu, je vais en reparler encore, je crois, mais sur le traitement hormonal, il y a eu vraiment une incompréhension totale. On est resté sur des vieilles enquêtes américaines qui avaient prouvé que traitement hormonal substitutif à la ménopause engendrait cancer du sein, blablabla. Alors certes, c'était des études américaines avec des grosses cohortes, etc. Mais simplement, ces études n'étaient pas applicables à la population européenne, à la population française. Donc, on est là pour dire attention, essayons de raison garder. Hein. Ça aide, le traitement hormonal de substitution, ça aide. C'est un apport qui peut être local, simplement très léger, hormonal, d'œstrogène, et ça aide beaucoup lorsqu'on souffre des effets de la ménopause. Donc, au moins, oser en parler. Ok ? Enfin, ça, moi, je vous dis pas, je l'ai pas sorti de mon chapeau, quoi. C'est tous les sexologues qui disent ça. Qui disent dommage que on ne parle plus assez du traitement hormonal, que les professionnels ne le proposent plus assez aux patientes. Alors là, je reprends ce que nous avait donné Pierre Marès du CHU de Nîmes, toujours sur ces questions-là. Donc, il nous apprenait, lui, que... Alors attention, là, évidemment, on parle que des problèmes, mais il n'y a pas que des problèmes. On sait aussi que pour 70% des femmes concernées, il n'y aura pas de problème au niveau de la ménopause. On sait aussi que les femmes qui n'appréhendent pas du tout mal cette période de leur vie, elles n'auront pas de problème, quoi. Donc, on voit bien là aussi la représentation psychologique. Si on se dit « Oh, mon Dieu, je vais vieillir, c'est la fin de ma vie, c'est horrible », probablement qu'on va induire, vous savez, le pouvoir de l'esprit. Ça aussi, c'est prouvé maintenant, hein, dans les neurosciences. Donc, si je me dis ça va être la fin des haricots, ma vie est foutue, c'est sûr que je vais entraîner beaucoup de stress chez moi, beaucoup d'angoisse. Par contre, si je ne pense pas que ça va être une période différente, si je l'aborde de façon assez sereine, j'aurai moins de problèmes, voire pas de problème du tout. Ok ? Donc, il nous parle du traitement hormonal et lui aussi nous parle de phytothérapie, parce qu'on n'est pas obligé non plus de passer par des hormones chimiques, même si c'est faisable. Il y a aussi le ginkgo biloba, tout ça vous savez. Mais au moins de demander des informations, de discuter de ça, dédramatiser et aussi oser une sexothérapie. Parce que la sexothérapie va vous donner à la fois tous ces conseils-là, mais va aussi vous faire réfléchir ensemble à trois sur comment on peut adapter sa sexualité, comment on peut faire pour que ça se passe bien, que ça se passe mieux par rapport aux pathologies, par rapport aux traitements qu'on prend, etc. Donc c'est vraiment un chemin qui est intéressant à faire. Donc comme je le disais, les œstrogènes locaux donnent de bons résultats sur le désir, l'excitation, évidemment, c'est des hormones sexuelles. Donc évidemment, ça va améliorer le désir, améliorer l'excitation, le plaisir et la lubrification, même si on peut utiliser des gels lubrifiants en pharmacie. Et dans les deux cas, en fait, pour les deux, pour l'homme et la femme, et évidemment, une fois qu'on sait tout ça, qu'on sait qu'il existe des moyens, évidemment, il reste le rôle du désir. Est-ce qu'on est encore en état d'avoir du désir? Et ça, c'est super important. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait du désir pour l'autre? Évidemment, il est question de respect, d'admiration. Il est évident, si je ne suis plus intéressée par la personne qui m'accompagne, que franchement, je ressens plus rien. Bon, ça va être plus compliqué aussi pour avoir une vie sexuelle. Donc les questions de respect, les questions d'admiration, les questions de tendresse aussi vont être très importantes. Elles le sont à tout âge, mais peut-être là encore plus. Les questions de confiance, les qualités relationnelles, c'est là qu'on va voir aussi la qualité relationnelle du couple. Les attentions, garder aussi un minimum d'attention pour l'autre, garder de l'humour. Attention aux limites de l'autre. Alors, limites de l'autre, je vous donne juste un exemple. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais bon, c'est pour illustrer mon propos. On sait qu'il y a des personnes de tous les âges, mais aussi des sexygénaires, qui ont, par exemple, des pratiques échangistes, libertines, et faire attention aux limites de l'autre, parce que des fois, l'autre accompagne pour faire plaisir, quoi. Mais l'autre n'a pas tellement envie, mais on le fait pour faire plaisir à l'autre. Donc voilà, ça peut être ça aussi les limites de l'autre. Faire attention à l'autre, c'est aussi ça. C'est s'entendre, faire attention que l'autre a aussi envie des mêmes choses que moi. Garder un esprit imaginatif, parce que là, c'est aussi ce qui est intéressant lorsqu'on a un petit bobo, une difficulté de corps, une incapacité, une limite dans notre corps. Ça va peut-être aussi nous permettre de développer notre imaginaire. Et ça, c'est super intéressant dans la sexualité, de développer notre capacité de rêver, d'imaginer, de fantasmer.
Être créatif, maintenir la séduction, se faire beau, se faire belle, être bien dans son corps, quoi. Alors ça veut pas dire vouloir devenir autre chose que nous, en fait. C'est pas il faut que je maigrisse ou il faut que je sois comme ci, comme ça, sauf si ça vous fait plaisir. Mais c'est vraiment l'idée de s'accepter et de se séduire tel qu'on est, quoi. Et déjà de s'accepter soi. Et voilà, et la volonté de maintenir ce désir avec l'autre. Donc ça, j'ai repris donc des informations qui étaient parues dans Sexualité humaine de janvier 2015. Alors moi, j'ai rajouté aussi oser être actrice et acteur de son désir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que souvent, les hommes qui viennent consulter, alors ok, ils viennent pour un problème d'érection, mais quand on discute avec eux, en fait, on se rend compte que la partenaire, elle est pas très active sexuellement. Elle touche pas, elle caresse pas, elle stimule pas. Il est évident qu'un homme qui prend de l'âge, son excitation sexuelle, ça va pas être comme à 25 ans, quoi. Ça va pas être comme à 30 ou 40 ans, quoi. Qu'il suffit de l'effleurer, il suffit d'une petite caresse pour qu'il y ait l'érection. Non, physiologiquement, avec ou sans Viagra, il faut quand même que l'autre soit actif, soit dynamique aussi dans cette relation à deux. Ok? Donc ça, c'est des choses qu'on peut aborder, c'est des choses qu'on peut travailler en thérapie. Et puis les femmes, elles peuvent aussi se lâcher un peu plus. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les hommes, quand ils grandissent, quand ils commencent leur sexualité, ils sont un petit peu dans cette toute-puissance, hein, d'érection, etc. Leur sexe est visible, ils voient bien comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème avec eux. Alors que les femmes, notre sexe est intérieur, il faut qu'on se l'apprivoise, il faut qu'on s'approprie notre corps. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Et par contre, en deuxième partie de vie, on rencontre beaucoup plus de femmes qui, elles, par contre, ont beaucoup plus envie que les hommes. Ça y est, elles connaissent bien leur corps, elles connaissent leurs envies, elles savent ce qui leur plaît, etc. Et donc, on se retrouve souvent avec des femmes, là, elles, qui osent dire « mais moi, j'ai envie, j'ai encore envie, voilà, j'ai besoin de m'occuper de ma sexualité, j'ai envie que ça se passe, etc. » Donc, c'est intéressant, là, de pouvoir se remettre parfois au diapason avec le partenaire qui, lui, parfois, à ce moment-là de la vie, il a des petits soucis. Alors, comme je le disais aussi, donc, être actif, être proactif dans le sexe, c'est important. Accueillir ces nouvelles possibilités. Alors ça veut dire faire avec votre corps. Il faut faire avec notre corps d'aujourd'hui, avec ce qu'il peut nous donner. Le corps, c'est quand même la peau. C'est quand même, je ressens les caresses, je ressens quelque chose dans mon corps. Donc, faire avec mon corps d'aujourd'hui. Faire avec aujourd'hui, ça c'est bon. Alors, comme je l'ai dit, attention aux pratiques libertines. Attention, généralement les sexygénaires, eux, se disent « ouais, bon, le VIH, SIDA, c'est pas pour moi, c'est un truc de jeune, etc. » Non. On est la deuxième région la plus touchée en termes de contamination par le VIH. Les infections sexuellement transmissibles comme la syphilis, la gonorrhée, etc. Bon, c'est pas très joyeux, mais je suis obligée d'en parler. Je travaille dans un centre de dépistage. Sont en augmentation. Donc, ici, à partir du moment où vous avez des rapports sexuels avec d'autres personnes, parce que vous avez refait votre vie, parce que vous avez rencontré, vous êtes content, il y a une excitation, il y a une envie folle, oui, mais attention, il y a quand même le risque de contamination. Il est toujours là. Donc là, n'hésitez pas, hein, il y a des tests de dépistage. Donc quand vous venez chez nous, c'est gratuit, c'est confidentiel aussi. Donc c'est pas un souci de se faire dépister. Et oser parler des difficultés de couple. Alors, cette sexualité, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette sexualité des sexygénaires, des seniors? Alors peut-être, je dis toujours peut-être parce qu'on peut pas enfermer les gens dans des catégories, moi ça me gêne beaucoup. Mais bon, on peut dire que majoritairement, on va passer à une sexualité moins physique et moins performative. On va être moins dans la performance, d'accord? Et que cette sexualité, elle va être plus dans la relation et plus dans la sensualité. Et moi j'ai rajouté, n'est-ce pas un âge d'or? Parce que ce qui est quand même important, au-delà, évidemment, la pénétration, tout ça, c'est important. Mais est-ce que c'est pas plus de passer un bon moment à notre rythme, comme on a envie? En fait, c'est ça la sexualité, c'est avoir du plaisir. Donc le plaisir, on va essayer de se le donner comme on peut, avec notre corps, mais là où il en est. Donc la place des médicaments, encore une fois, ne pas oublier, on est en plein aging well.
Donc vieillir bien, hein, il va y avoir de plus en plus, je pense, de médicaments. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché énorme. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est pas de la philanthropie. Hein. C'est parce qu'il y a de l'argent à faire. Donc il y aura probablement de plus en plus de médicaments efficaces. Et bon, on va pas s'en priver. Si c'est accessible à tout le monde, c'est chouette, quoi. Bon, après les IPDE5, bon, le Viagra est passé dans le domaine public, donc il est un petit peu moins cher. Mais malheureusement, encore une fois, bon, ça c'est mon côté très social, mais je trouve que c'est important. Malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas les moyens non plus d'acquérir ces moyens-là. Donc ça aussi, c'est bon, un autre débat. Alors, quel choix? Est-ce qu'on va faire prendre des comprimés? Il y a du gel urétral, il y a des injections. Bon, ça, c'est à discuter avec les médecins. Osez en parler, hein, je pense que ça, vous l'aurez bien compris. Faire un bilan urologique. Ça, c'est pas mal aussi pour voir un petit peu où on en est au niveau du corps. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas une veine bouchée au niveau des canaux déférents, etc., au niveau de la verge? Ça peut rassurer aussi de faire un bilan urologique. Gynécologique pour les femmes. Alors, toujours pareil, hein, votre gynéco est... Excusez-moi s'il y a des gynécologues, mais majoritairement, les gynécos sont pas formés en santé sexuelle. Donc, ils vous parleront pas de votre sexualité. Par contre, ils feront un bilan. C'est déjà pas mal d'avoir vraiment un bilan au niveau du corps, dire, madame, tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon. Après, déjà, osez lui en parler si vous avez envie de lui en parler. Et sinon, allez voir un sexologue pour tous les autres problèmes. Donc, on peut mesurer le taux de testostérone parce que ça peut avoir un impact, comme on l'a vu, sur l'envie, hein, sur l'envie globale de la vie, en fait. Ça peut jouer, la testostérone. Donc pourquoi pas faire un bilan sur tout ce qui est hormonal, parler du traitement substitutif comme on l'a vu, oser en parler, oser questionner les professionnels sur ça. Surveiller la prostate, mais ça vous êtes, je pense, tous au courant. Attention aux cardiopathies. Alors un homme qui perdrait une érection comme ça, alors à un âge peut-être plus jeune, ça doit quand même nous alerter parce que ça peut être une alerte cardiaque. C'est pas rien quand même. Alors c'est pas le difficulté érectile qui vient avec l'âge, hein. Ça, on va dire, ça peut faire partie d'un processus naturel. C'est pas gravissime. Non, ça c'est chez les jeunes. Faire attention chez les jeunes lorsqu'il y a des pertes comme ça d'érection pas explicables, parce que voilà, il a du désir, il est quand même amoureux, il est quand même bien. Attention, ça peut être une alerte cardiaque. Donc là, on peut aller voir quand même consulter. Donc ça va être peut-être un âge d'or aussi pour découvrir ces nouvelles sensations corporelles. Et là, j'ai marqué le cerveau. Parce que le cerveau, quand même, malgré tout, c'est le premier organe sexuel. Si vous n'avez pas un cerveau en état de fantasmer, en état de voir l'autre, et de désirer l'autre, etc., il se passera pas grand-chose, quoi. Donc oui, se remettre à fantasmer, se remettre à penser à la sexualité, à penser à l'érotisme, toutes ces choses-là, c'est très important parce que ça va relancer le corps aussi. On peut pas faire sans le cerveau. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'on dit aussi au cabinet, c'est important. Donc comme j'ai dit, s'approprier son nouveau corps, ici et maintenant. Alors, il y a des bonnes nouvelles aussi dans le vieillissement. Il y a des très bonnes nouvelles sexuellement. C'est que le vieillissement, en règle générale, améliore les hommes qui se pensent ou qui sont éjaculateurs précoces. Donc le vieillissement a un effet favorable sur l'éjaculation précoce. Alors ça, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est-à-dire que les hommes gagnent un petit peu de temps en vieillissant naturellement. C'est pas merveilleux? Et généralement, il y a plus d'orgasmes. C'est-à-dire que là, on revient à l'histoire de « je connais très bien mon corps ». On sait que il y a beaucoup de troubles de l'orgasme chez des jeunes femmes, par exemple. Alors, il y a de la méconnaissance, il y a aussi la maladresse des partenaires qui jouent beaucoup. Donc, du coup, ces femmes, elles cherchent, elles vont vivre comme ça, elles vont avoir des expériences et généralement, en deuxième partie de vie, elles connaissent très très bien leur corps, elles savent ce qu'elles aiment et généralement, il y a beaucoup plus de capacité orgasmique chez les femmes dans la deuxième partie de vie que dans la première. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle, quoi. Et évidemment, toutes les dimensions, là on a parlé très corps, on a parlé médicaments, on a parlé cerveau, mais évidemment, il y a toute la dimension érotique, spirituelle, liée à la sexualité, aussi philosophique, parce que c'est tout ça la sexualité, et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est qu'il y a des données sociologiques, spirituelles, émotionnelles. Voyez, ça peut partir très loin aussi. C'est un sujet, pourquoi pas, à partager. Et voilà, donner du sens. Parce que parfois, quand on perd une capacité sexuelle, ouais, ok, on a peut-être perdu une capacité sexuelle, mais peut-être on peut donner du sens, un autre sens à notre sexualité, un autre sens à notre érotisme. Et ça, c'est infini. Donc ça,
Voilà, à partir du moment où on a un petit peu d'imagination. Alors, il y a un beau paradoxe aussi. Ça, c'est aussi très intéressant. On sait que les problèmes de santé, qui évidemment sont plus fréquents avec l'âge, l'arthrite, les rhumatismes, les maux de dos, la sclérose en plaques, ça rend douloureux, évidemment, les rapports sexuels, hein, parce qu'il faut qu'on bouge le corps et ça fait mal. Mais les endorphines qu'on sécrète pendant l'orgasme, elles soulagent ces douleurs. Et ça, jusqu'à 6 heures après le rapport, quoi. Donc, ça devrait être même préconisé. Vous voyez? Il faut avoir des orgasmes parce que les endorphines, elles calment nos douleurs. Mais c'est pas merveilleux, ça? Même le baiser avec la langue, hein, ça produit beaucoup d'ocytocine. Les caresses, ça produit beaucoup d'hormones du bonheur. Et ouais, ça détend tout le corps. Et ouais, ça c'est... Et ça coûte rien, par contre. C'est gratuit. Donc, passé 40 ans et encore plus après 60 ans, l'activité sexuelle est tributaire, on l'a vu, d'une bonne santé physique et d'une relation chaleureuse, évidemment. Alors, encore une fois, l'activité sexuelle, c'est bien activité sexuelle, hein. C'est pas juste pénétration, quoi. Je crois qu'il faut être très clair. Oui. Bien sûr, mais moi, là, mon objectif, là, mon projet, oui, mais moi, mon sujet, c'est la sexualité, je suis en plein dedans, hein. Il faut pas m'en vouloir, hein. Moi, je vais parler que de la sexualité. Mais on en parlera, oui, bien sûr, évidemment. Comme le sport, etc. Oui, il y a plein d'autres, la musique. Mais moi, je suis très centrée, là. Alors, oui, plus on fait l'amour, plus on a envie, et inversement. Donc ça, c'est vraiment l'idée de pas abandonner, parce que, voilà, après, on n'a plus envie de le faire. Continuer l'imaginaire érotique et les fantasmes, oser de parler de sexualité aux professionnels, consulter un sexologue si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin et l'envie. Aussi les personnes en EHPAD, on n'en parle pas suffisamment, comme les personnes en situation de handicap. Donc à chaque fois, moi je glisse un petit peu un mot là-dessus, parce que on s'en occupe pas bien, hein, au niveau non plus de la sexualité, à d'autres niveaux non plus, on s'en occupe pas très bien, mais pas partout, mais il y a aussi la question de la sexualité. Qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ces personnes qui sont en institution, qui sont dans des endroits comme ça et qui malgré tout sont toujours des êtres sexués, sont toujours des gens qui ont envie, sont toujours des gens qui sont, voilà, et peut-être en couple même. Donc voilà, ça c'est une question. Alors là, pour finir, je voulais juste vous citer, parce que c'était juste savoureux, les propos de Jocelyne Robert, sexologue, donc une consoeur, qui avait publié dans le journal Santé Le Figaro, ça date de 2012. Donc elle nous dit des petites choses qui rassemblent bien tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc je la cite. La tendance est de se référer au modèle dominant dans les sociétés occidentales, performance et consommation. Même pour les jeunes, ce modèle est nul et incite à passer à côté du plaisir. Tempête la sexologue. Donc le modèle sexuel prédominant de performance et d'ajustement mécanique est à mettre aux ordures. À tous les âges, les hommes ne sont pas des pantins aux érections minutes et éléphantesques, ni des machines distributrices d'orgasmes. Les femmes ne sont pas des instruments au service de la machine. Elles ne jouissent pas non plus d'un coup ou deux de baguettes magiques. Oubliez la quête de la performance. Donc, elle a sorti un livre qui s'appelle Les femmes vintage. Elle propose un tout autre programme. Passer du modèle de performance et porno, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais sans doute des capsules porno, enfin des vidéos porno sur YouPorn, enfin c'est catastrophique, c'est toujours pareil quoi. Vous en avez vu une, les 100 autres, c'est pareil. C'est toujours le même canevas, d'accord? Donc, elle nous dit passer du modèle de performance et porno où tout est prévisible à un modèle relationnel érotique où là, par contre, tout est imprévisible. Donc, un modèle dans lequel l'homme et la femme, jeunes ou vieux, vont à la rencontre l'un de l'autre avec leur sexe, leur corps, leur tête, leurs émotions, leurs imperfections et leurs défaillances. Car, explique-t-elle, les seniors ne manquent pas d'atouts. Aussi étonnant que cela puisse sembler, je crois que le fait d'avoir moins de temps devant soi, en termes d'années bien sûr, de vie, rend plus apte à habiter pleinement ce temps, et aussi à en donner. On possède le temps, et ça c'est pas rien.
et la canadienne de détourner les inconvénients de l'âge au profit de l'épanouissement sexuel. Être moins dans le paraître, ne plus être dans la quête de performance, retrouver le sens de la fête égarée. C'est magnifique ça, le sens de la fête égarée. Le fait que l'on soit déprogrammé de la vie de fou nous rend plus disponibles au jeu, au plaisir, à la sensualité. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'érotisme qu'elle revendique, elle précise « Ce n'est pas parce que la mécanique est moins huilée qu'on doit se réfugier dans la stricte relation de tendresse. » Hein ? Cette idée que les sexygénaires, ils auraient plus que de la tendresse. Pas du tout. Donc une étude australienne, donc là on revient sur une étude, montre que 3000 octogénaires montraient tout de même 16% d'entre eux, dans les mois précédents, avaient évité un rapport physique par rapport à des problèmes physiques. Donc Jocelyne Robert, elle ne nie pas, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne nie pas les modifications de la sexualité, elle invite simplement à ne pas se résigner. Je cite, « Les femmes et les hommes plus âgés devront davantage faire appel à leur cinéma érotique intérieur, bagages et fantasmes, car l'excitation sexuelle s'installe plus lentement, certes, et la promenade allant du désir jusqu'à la détente orgasmique risque d'être plus longue. L'orgasme sera moins foudroyant qu'à 20 ans, et puis après. » Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très joli. Comme il y a des possibilités tout le temps, quoi. Et j'ai fini sur la définition, évidemment, qui est très très belle quand même. Là, c'est qu'une partie, hein, parce qu'elle est beaucoup plus longue, mais la définition officielle de la santé sexuelle, qui est cette intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels, sociaux de l'être sexué. Donc on voit bien à quel point c'est large, quoi. De façon à parvenir à un enrichissement de la personnalité humaine. Donc on voit bien que ça va bien au-delà de la simple satisfaction. On est sur quelque chose qui va regarder toute notre vie, quoi. De la communication et de l'amour. Je vous remercie. Donc je vous laisse mon site internet sandraguiader-savoir-santé-sexualité.fr, mon numéro de téléphone, mon email au cas où vous auriez envie d'échanger avec moi. Et je vous remercie. Merci Sandra pour cette thématique.